Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui est présent dans le fonds France d'indépendance AM. Il s'agit de l'entreprise Worldline. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Merci d'avance. Alors, on est quand même sur une capitalisation boursière qui est assez importante, comparée à ce que fait traditionnellement Indépendance AM. On est sur 2 milliards 200 millions de capitalisation boursière. On voit que le cours de l'action s'est bien vautré depuis les plus hauts de 2021 et on est maintenant à 6 euros. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action qui semble rebondir quelque peu depuis le début d'année? On va regarder ça ensemble. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 11% à peu près, mais qui est assez irrégulière. La dernière année complète disponible est de 5,64, présente une croissance de 5,64%, qui est intéressant. On a 2 milliards 220 millions d'acquisitions cumulées. Et là, si on regarde, on voit que les acquisitions sont supérieures à la market cap. Donc, on a fait des acquisitions qui ont détruit de la valeur. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que maintenant, on peut compter sur une croissance significative pour cette entreprise? On est sur le secteur plutôt des paiements. Quand même une bonne croissance. On a Visa et Mastercard qui affichent des bonnes croissances. Maintenant, c'est un acteur beaucoup plus petit et on a un marché plus petit à mon avis. Donc on comptera pas sur la croissance pour cette entreprise, mais il y en a quand même un tout petit peu, ce qui aide toujours. Il faut quand même éviter d'investir dans des entreprises qui n'ont pas de croissance parce que ça, après elles vont se mettre à essayer de réduire les coûts et c'est jamais très bon de devoir être forcé de réduire les coûts. Allez, maintenant on regarde les taux de marge. On est sur un taux de marge brute de 66%, donc on a un avantage concurrentiel quand même, ce qui est intéressant. En plus, ce taux de marge brute a augmenté sur la période. On était sur une médiane de 61%, à l'heure actuelle on est 10% plus haut que ça, donc c'est quand même pas mal. Mais cette augmentation du taux de marge brute n'a pas entraîné d'augmentation du taux de marge opérationnel, ce qui veut dire, le taux de marge d'EBITDA, ce qui veut dire qu'en fait, on a eu une dégradation de l'efficience opérationnelle, malheureusement. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que le taux de marge nette sur les 12 derniers mois est négatif à moins 20%. En médiane, sur du 7%, ce qui n'est pas très élevé. Surtout pour le secteur des services financiers, en règle générale, on est plutôt sur des marges nettes assez élevées. Et ce qu'on peut regarder, c'est le taux de marge de free cash flow. Donc lui, il est positif par contre. Donc on va regarder ensuite le tableau de trésorerie, enfin les agrégats. Mais on est quand même sur des free cash flow qui sont positifs. Donc là, on doit avoir des dépréciations. Et justement, ça doit être des dépréciations, des acquisitions qui ont été faites par le passé, qui ont détruit de la valeur. Allez, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, 12 milliards de free cash flow contre 2 milliards de bénéfices nets. D'où vient la différence? On doit avoir des énormes dépenses en other non-cash items, donc on a la différence, elle se trouve ici en fait, other non-cash items. Il faut aller dans le tableau de trésorerie pour comprendre de quoi il s'agit. À mon avis, c'est de la dépréciation du goodwill, vu qu'on a fait 2 milliards 200 millions de goodwill et ça n'a pas augmenté la market cap significativement. Mais il peut y avoir d'autres éléments. Donc rendez-vous dans le tableau de trésorerie pour trouver la différence. En tout cas, on pourra plutôt se baser sur les free cash flow pour estimer la profitabilité, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas trop de dettes. On continue sur la rentabilité opérationnelle, la rentabilité des capitaux investis. On est sur quelque chose de faible, c'est un peu décevant, on est sur du 6,5 en médiane, mais à l'heure actuelle, on est sur du 3,71. C'est très faible, c'est une rentabilité qui est proche du taux sans risque. Donc pourquoi aller chercher du Worldline quand le taux sans risque est à 3%? Bon. Et ça n'a fait que se dégrader depuis le début de la période. Maintenant ça se stabilise depuis 2020, donc on va voir si ça rebondit. Et que dit le management à propos de ce rendement opérationnel, de cette rentabilité opérationnelle? Est-ce qu'il vise une augmentation de cet indicateur, ce qui serait plus rassurant pour les actionnaires? À ce niveau de rentabilité, on peut pas autofinancer la croissance. Ça veut dire qu'on va devoir faire appel à de la dette pour pouvoir financer la croissance. Et ça, c'est jamais bon si on doit constamment s'endetter pour financer la croissance. On regarde justement la dette, on est sur un niveau qui est raisonnable, on va dire. On est sur un peu moins de 3 fois l'EBITDA. On voit que la dette en plus a fortement diminué en 2022. On va voir, mais je pense qu'il y a eu une augmentation de capital aussi pour alléger cette dette. On est sur quand même plus de 6 fois les free cash flow. Bon, ça reste un niveau qui est un peu lourd, mais ça reste gérable. En plus, le management semble vouloir rembourser la dette progressivement puisqu'elle diminue depuis quelques publications, donc là c'est plutôt positif. Est-ce que l'actionnaire est bien traité quand il est
l'actionnaire est bien traité par cette entreprise, on est sur pas de dividendes payés, on est sur une dilution importante en 2020, donc là ça a dû être pour alléger la dette. Depuis, on a des légères dilutions, mais rien de significatif. Le rendement de l'actionnaire, à mon avis, n'est pas très élevé, mais même négatif. Donc là, l'actionnaire de long terme, il est pas bien traité. Et donc c'est plutôt, à mon avis, une entreprise value plutôt qu'une entreprise c'est une entreprise sur laquelle on va chercher à faire des gains en capital plutôt que toucher son dividende sereinement. On va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors la médiane est à 18,7, c'est quand même élevé. Et là, on se paye actuellement 6 fois. Donc on se paye un tiers du multiple historique. Peut-être que ce multiple était surévalué, hein, on peut pas, à mon avis, il était surévalué. Mais si on prend une médiane plus longue, on est sur quand même 18. Donc on est quand même sur un tiers. On s'est traité à des niveaux de 13 peut-être au début de la cotation de l'entreprise, mais jamais à un niveau aussi faible. Donc il y a peut-être une opportunité sur Worldline, et ce qui explique pourquoi Indépendance AM est sur le dossier. Il me semblait, moi, qu'il préférait rentrer sur des dossiers qui avaient une bonne rentabilité des capitaux investis, ou un bon ROCE, une bonne rentabilité du capital employé. Donc peut-être que eux, ils retraitent les chiffres et ils tombent pas sur cette valeur qui est affichée par Coifin. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Si on se met en return on equity, on est plutôt sur du négatif, ouais, on fait des pertes, hein, donc il n'y a pas de miracle. Donc peut-être qu'il faut retraiter ce chiffre-là, et c'est pour ça que Indépendance AM s'est positionné sur cette entreprise. En tout cas, si on se place sur une valeur d'entreprise sur EBITDA des 12 prochains mois, on est sur du 4,6, donc on est des côtés d'un tiers, et en price earning, on vise un retour des bénéfices, donc il n'y a pas de bénéfices depuis quelques années, mais on vise un retour des bénéfices d'après les analystes, puisqu'en next 12 months, on se situerait sur un price earnings de 4. Donc il y aurait des bénéfices si on croit les prévisions des analystes. Et en plus, on serait à 4 fois, donc 4 fois les bénéfices, 25% de rendement des bénéfices, c'est quand même intéressant. Donc, conclusion du dossier Worldline, c'est typiquement de la value et c'est un dossier turnaround, et à mon avis c'est pour ça qu'Indépendance AM s'est placé sur cette entreprise qui opère quand même dans un secteur assez qualitatif en théorie avec des marges élevées. Donc là c'est à mon avis plutôt que le management est mauvais pour ne pas avoir une bonne rentabilité et avoir des marges faibles. Mais quand on fait de la value, on s'intéresse souvent à les dossiers qui ont des problèmes et qui sont valorisés justement à la casse à cause de ces problèmes. Et donc là, peut-être qu'il y a un coup à jouer sur Worldline. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.